Alors dans cette deuxième partie d'émission, je me tournerai de nouveau vers une inspiration maffezolienne, mais pas celle de Michel, celle de Hélène Stroll Maffezoli, son épouse, et qui vient de se fendre d'un très bon article dans le Courrier des stratèges qui s'appelle « Il faut de bonnes cuisinières pour de bons agriculteurs ». Et ce qu'elle révèle, avec évidemment tout son savoir d'ancienne inspectrice générale des affaires sociales, donc quelqu'un qui sait très bien analyser des réalités socio-économiques, c'est qu'en fait l'agriculture aujourd'hui est tiraillée entre deux tendances, celle d'une agriculture industrielle et robotisée, qui est vraiment le fantasme de l'évolution de l'ensemble de nos pratiques agricoles dans la vision dystopique de ceux qui nous gouvernent, c'est-à-dire où tout va être standardisé à très grande échelle, et puis une autre agriculture qui est celle des terroirs, qui est celle d'une agriculture beaucoup plus artisanale, de moins grande taille, et qui, au lieu de passer par l'agroalimentaire et la très grande distribution, cherche à travailler par circuit court avec les consommateurs. Et donc, elle relève, on a vu que le président de la FNSEA est un homme d'affaires au service de l'agroalimentaire, bien que les patrons de l'industrie agroalimentaire traitent la culture de la terre et de la pêche dans une pure optique de gain de productivité. Partagée avec l'industrie des machines agricoles, la finance, elle relève que le crédit agricole, dont le côté établissement financier a pris le dessus sur la balance mutualiste, et bien sûr l'industrie de la malbouffe des supermarchés. Et d'un autre côté, on a les agriculteurs qui continuent à travailler de leurs mains, mais qui sont étranglés par l'imposition d'un modèle de croissance qui, à terme, les obligera, comme nombre de PME, à devenir tous des sous-traitants des grands industriels, et donc d'être à la merci des fluctuations du marché mondial. Produire du lait ou du blé vous met pieds et poings liés dans les mains des spéculateurs. Alors j'en reviens à la question des tribus. Je reviens d'un séjour à Nantes et à Cholet où j'ai été extrêmement bien accueilli et je les en remercie par des collectifs locaux, en particulier les Masques Blancs de Nantes et la coordination Santé Mauges. Et j'ai pu passer du temps avec les membres de ces collectifs et ce que j'ai vu m'a littéralement émerveillé. Je n'avais vu de dynamique associative aussi saine que dans des groupes d'entraide. C'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la santé mentale et du travail social, c'est-à-dire des regroupements de personnes souffrant de difficultés particulières, soit psychosociales, soit en lien avec la santé mentale, et qui se retrouvent pour s'entraider et partager ensemble des ressources. Par exemple, des personnes alcooliques qui cherchent à arrêter de boire, des personnes qui entendent des voix et qui essayent de mieux vivre cette situation, des mères célibataires qui se retrouvent dans la prostitution, enfin des personnes qui font face à des conditions de vie extrêmement dures et avec beaucoup d'enjeux, et qui, en dehors de l'aide professionnelle qu'elles peuvent parfois recevoir, se retrouvent entre personnes ayant la même difficulté et mettent en commun des réservoirs et des trésors de sociabilité qui effectivement ont une intensité toute particulière. Une caractéristique de tels collectifs, que j'ai retrouvé là, mais évidemment qu'il y a un lien, c'est le fait que chacun est accueilli dans sa réalité, il n'y a pas de rapport d'autorité ou de dominance, tout en ayant bien sûr une reconnaissance des singularités de chacun. Alors, ces collectifs dont je vous parle, et tant d'autres à travers la France, se sont créés aussi en réaction à l'oppression subie, à l'injustice, à la discrimination, à la stigmatisation, aux attaques, au fait de perdre son emploi ou ses moyens de subsistance. Il y a eu une maltraitance collective énorme. Et donc, les personnes conscientes de cette réalité et qui n'ont pas mordu à l'hameçon de la dérive dystopique de nos sociétés se sont regroupées pour mettre en commun des ressources et déjà se soutenir mutuellement dans ces différentes difficultés. Et avec comme particularité, eh bien celle que je viens d'énoncer. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de responsable autre que ceux qui acceptent de prendre des responsabilités pendant un temps. Et puis avec cette articulation que j'ai trouvée absolument épatante, entre le fait que chacun est reconnu dans ses ressources propres et les contributions propres qu'il peut apporter au collectif, qui diffèrent d'une personne à l'autre, mais sans qu'il y ait de jugement de valeur associé.
Donc on trouve bien sûr des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des personnes qui travaillent dans le domaine social, mais également des thérapeutes comme des kinésithérapeutes, comme des naturopathes ou des gens qui ne relèvent pas de profession soignante, des instituteurs, enfin toutes sortes de parcours de vie, et avec cette réalité que chacun est invité à mettre au profit de la dynamique de l'ensemble ce qu'elle est capable d'apporter et qu'elle est mieux capable que quiconque d'autre d'apporter. Donc ça ne gomme pas les différences. Un médecin restera toujours un médecin, un aide-soignant, un instituteur, mais dans cette diversité des intelligences qui existent réellement dans la vraie vie, il y a quelque chose, j'ai pu l'observer, d'extraordinairement qualifiant. Alors je pense que ces collectifs étaient particulièrement sains dans leur fonctionnement. On sait que de tels collectifs peuvent aussi connaître toutes sortes de difficultés, des conflits d'ego, des personnes qui essayent de se mettre en avant, des fonctionnements un peu chaotiques. Toutefois, je pense que le fait qu'on se retrouve sur la base d'une difficulté dont on a tous souffert, met quand même un espèce de socle d'humilité et d'authenticité qu'on ne trouve, et de loin, pas dans tous les collectifs. Et vraiment, ce que ça m'a inspiré comme compréhension, c'est que nous étions bel et bien dans ce temps des tribus dont a parlé de longue date Michel Maffezoli. Et dans cet effondrement de la modernité, effondrement, je le rappelle, qui est souvent caractérisé par une bouffée délirante des élites qui cherchent à tout prix à imposer le modèle jusqu'à le rendre totalitaire et dément à bien des égards, eh bien, dans cet effondrement de la modernité, il y a cette résurgence, ou plutôt cette apparition du futur en gestation, et qui, selon Maffezoli, c'est des propos qu'il tient depuis une quarantaine d'années, se caractérise par le retour d'une dynamique tribale. Alors, je vais citer quelques extraits du livre qu'il a écrit sur ce sujet, et notamment avec cette idée que une tribu, alors c'est un mot qu'on peut contester, mais au fond c'est un regroupement organique. Et là, je reviens à la définition qu'a donnée Péonia. Ils ont réuni des personnes qui pensent de la même façon, qui ont les mêmes principes, les mêmes valeurs, pas bon pour eux. C'est très bon pour nous. Alors évidemment, ça a été douloureux de perdre des liens d'appartenance. Peut-être de ne plus pouvoir être inscrit dans des milieux professionnels qu'on avait choisis, de perdre des relations d'amitié, de perdre le contact ou la capacité d'être ensemble sans conflit avec des membres de nos familles. Mais en même temps, nous avons vécu une forme d'agrégation sociale sur la base d'une posture existentielle et anthropologique au sens large fondamentale. Et donc la notion de tribu me plaît bien. On pourrait parler de communauté de sens. Et la caractéristique de la tribu, qui me plaît aussi beaucoup, est que chacun y a sa place dès lors qu'il le décide. Dans les groupes d'entraide pour personnes alcooliques, par exemple, il est dit, la seule condition pour être membre, c'est le désir d'arrêter de boire. Il n'y a même pas besoin d'y être arrivé. Tant que le désir est là, la personne est bienvenue si elle le choisit. Et donc une tribu, c'est un groupe, une communauté, dans laquelle chacun a sa place. Que vous soyez vieux, jeune, grand, petit, riche, pauvre, chevelu, chauve, sensible, rationnel, homme, femme, de toute orientation sexuelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelles que soient les caractéristiques autres de votre vie, dès lors que votre inscription dans le groupe se fait sur la base des principes et des valeurs dont parlait Péonia, vous êtes membre de plein droit du collectif, et sauf à ce que vous commettiez des délits ou que vous vous comportiez mal avec les autres, nul ne peut vous en exclure. Ça, c'est le premier élément. Et le second, c'est précisément cette mise en valeur de la capacité contributive. Pourquoi ? Parce que, en fait, il existe beaucoup de formes d'intelligence différentes. C'est un sujet dont j'aime bien parler. Le monde académique, le monde politique, le monde des entreprises tendent à favoriser un style d'intelligence. Une intelligence concrète, rationnelle, calculatrice, à l'aise dans la parole et qui sait où elle a envie d'aller. Ok, très bien. C'est un profil parmi d'autres. Il a ses avantages, il a potentiellement ses risques. Mais ce que la psychologie a mis en lumière depuis un certain temps, c'est qu'il existe de nombreuses formes d'intelligence. Au moins 8 ou 9.
Et des personnes qui ne sont pas performantes dans le registre dominant que je viens de décrire sont peut-être très 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 douées, très compétentes, pleines de ressources dans d'autres styles d'intelligence. Et c'est une réalité. Les gens tout en bas de l'échelle sociale, que les gens au sommet de l'échelle sociale ont tendance à regarder de haut, sont peut-être beaucoup plus intelligents que ceux qui sont au sommet dans certains registres. Et la beauté de la tribu, c'est que l'inscription volontaire sur la base des principes et des valeurs des uns et des autres ne se fait pas dans une échelle unidirectionnelle, où on va classer les gens en termes d'importance ou de réussite, mais précisément dans cette sensibilité au fait que chaque personne est un univers, chaque personne a un parcours de vie, chaque personne est capable d'apporter quelque chose mieux que quiconque si elle est pleinement dans son registre à elle. C'est une situation que j'avais vécue, ou plutôt que j'avais éprouvée une fois de plus, lorsque j'avais participé en tant que membre du comité à une structure d'accueil à Genève qui préparait des repas et donnait un lieu de sociabilité à des personnes en état de précarité. Et ce qui m'a frappé d'emblée, c'est combien cette représentation était prégnante, je dirais de manière transversale, que c'était des gens fragiles, dans la précarité, dont il fallait prendre soin, alors que ce n'est absolument pas ce que j'ai vu quand je suis arrivé. J'ai vu des gens, mais bourrés de ressources. Et bien des bourgeois ou bien des gens de la classe moyenne aisée qui se sentent très autonomes, très compétents, très intelligents, très pleins de ressources, si vous les mettez dans la rue quelques jours, je vous promets qu'ils ne s'en sortiront pas si bien. Il y avait des migrants qui avaient été avocats, cuisiniers, chauffeurs, gardes du corps dans leur pays et qui étaient mais bourrés de compétences et de ressources. Et donc, une des impulsions que j'ai cherché à donner lorsque je me suis inscrit dans ce comité, dont j'ai dû démissionner suite aux histoires de Covid, c'était le fait de changer le regard en disant bien sûr qu'il y a des fragilités et des vulnérabilités. On a chacun les siennes et des personnes en état de précarité en ont qui sont fortes. Donc il s'agit bien sûr de ne pas effacer ça, de ne pas le nier. Mais de ne pas laisser cette perception des fragilités ou des vulnérabilités des personnes obérer, recouvrir, occulter le fait qu'elles sont bourrées de ressources. Et une des idées que j'avais, mais que je n'ai pas pu mener à terme, c'était de voir comment on pourrait organiser un troc de compétences ou des ateliers de partage où les gens qui fréquentent ce lieu, si elles en ont envie, si elles en sont capables, partagent avec les autres un peu de ce qu'a été leur vie, de ce qu'elles ont découvert d'intéressant et de comment elles vivent la situation dans laquelle ils sont. Vous voyez, cette compétence contributive. Et chacun, chacune, jusqu'à l'article de la mort, garde une compétence contributive. Même si vous êtes grabataire en fin de vie privé de la parole, le fait d'adresser un sourire à la personne qui vient vous aider est encore une compétence contributive. Et même si vous ne parvenez pas à sourire, le fait intérieurement de souhaiter du bien à cette personne reste une compétence contributive. Et donc cette dynamique tribale, je la trouve extrêmement intéressante. Et donc nous sommes d'un côté dans un effondrement de la société et des valeurs qui ne sont plus incarnées ou pratiquées depuis longtemps. Dans le temps des tribus, Michel Mafazili demande où sont les valeurs de la République aujourd'hui, à moins que ce soit celles d'une République bananière. On sait que les grands principes républicains sont devenus incantatoires. Liberté, égalité, fraternité, faut gratter sérieusement dans la société aujourd'hui, ou plutôt sortir des systèmes étatiques. Si on sort du pouvoir institué, comme on l'a vu dans le soutien aux manifestations d'agriculteurs ou à l'occasion des Gilets jaunes, oui, là on retrouve ces valeurs, mais plus dans le cadre institutionnel ou très peu. Et un des drames, je pense, du moment actuel, c'est que on a créé un monde de gens relativement éduqués selon les standards monolithiques d'une certaine intelligence, mais d'une manière où la vie s'est dévitalisée, s'est désubstantialisée. Alors une statistique intéressante, en 1900, il y avait à peu près 1% de bacheliers. En 1936, il y en avait 4%, puis 15% dans les années 70 et 70% en 2000, et aujourd'hui on est pratiquement à 90%. Alors, c'est pas pour dire que c'est mal que les gens soient bacheliers, mais j'habite en Suisse,
Et la Suisse, contrairement à l'image qu'on en a, oui, il y a les banques et le chocolat et les montres, mais en fait, c'est un pays très industrialisé et avec une industrie qui est extrêmement compétitive, malgré la cherté du coût de la vie et son incidence sur la production industrielle. Pourquoi? Parce qu'elle est très innovante et elle est très compétente. Et une des particularités du modèle suisse, c'est que l'apprentissage professionnel y est très fortement valorisé. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout considéré comme dégradant, comme étant un échec ou comme étant inférieur au fait d'aller à l'université, de faire une formation professionnelle. Et la grande majorité des chefs d'entreprise, bien sûr, plutôt dans les PME ou les auto-entrepreneurs, sont des gens qui ne sont jamais allés à l'université, mais qui ont choisi, au terme de leur scolarité secondaire, donc vers 16-17 ans, de se diriger vers un apprentissage professionnel. Et l'intérêt de ce modèle, c'est qu'il préserve quelque chose de la valeur anthropologique d'un métier. On est passé, à la faveur de la fin du plein emploi lors de la crise pétrolière des années 70, de l'importance d'avoir un métier à celle d'avoir précisément un emploi. Un emploi, c'est-à-dire faire quoi que ce soit pour pouvoir gagner votre vie et être autonome. Un métier, ça n'est pas ça. Un métier, c'est une compétence professionnelle dans laquelle vous vous construisez et qui précisément implique un apprentissage. On apprend un métier auprès de personnes expérimentées qui nous transmettent les savoir-faire et créent les conditions dans lesquelles on va pouvoir se construire. Et quand effectivement, en tant que maçon, en tant que graphiste, en tant que journaliste, vous êtes capable de faire du bon travail, c'est que vous vous êtes construit dans une aptitude qui non seulement doit vous permettre de gagner votre vie dans une société saine, mais qui en plus est un important vecteur d'identité dans la collectivité, mais aussi d'estime de soi. Parce que si vous êtes un professeur de tennis qui sait bien faire progresser ses élèves, si vous êtes un maraîcher qui sait produire de la bonne nourriture, si vous êtes un chauffeur de taxi qui accueille bien ses passagers et qui se déplace de manière intelligente à travers de la ville, vous voyez ce que je veux dire, vous faites du bien aux autres, mais vous faites du bien à vous-même en étant bon dans ce que vous faites. Et là, malheureusement, le modèle d'intelligence unique et d'échelle de valeur sur la base de cette intelligence est extrêmement compliqué. Et donc c'est intéressant de voir comment, à la faveur de l'adversité que nous traversons, nous sommes en train de nous regrouper en vastes tribus que j'ai appelées pendant longtemps, et j'ai envie de recommencer à le faire, les gens de bonne foi et de bonne volonté. Ce qui caractérise les élites manipulatrices et destructrices au pouvoir, c'est qu'elles ne sont pas de bonne foi et elles ne sont pas de bonne volonté, et le résultat, c'est que c'est un poison pour la collectivité. Et effectivement, Michel Maffezoli l'avait aussi pressenti, l'arrivée du Minitel puis de l'Internet a été en fait un extraordinaire vecteur de regroupement tribal. Alors oui, il y a cet aspect de diffraction de la vie individuelle qui est de plus en plus décousu du fait des outils numériques. Beaucoup de gens habitent de moins en moins le monde concret, sont captivés par leur écran, mais en même temps, ça nous a permis de nous retrouver précisément autour de valeurs et de principes qui sont importants pour nous à très grande échelle. Et en permettant la réémergence d'une structure anthropologique fondamentale, qui est celle de la communauté. Parce que la vraie communauté, la communauté au sens le plus premier du terme, se caractérise moins, je reprends les termes de Michel Maffezoli, par un projet, se projeter dans l'avenir. C'est vraiment le fantasme moderne, le progressisme. Ça sera mieux quand nos projets nous auront permis. Mais c'est quoi le projet agricole pour la France aujourd'hui ? C'est quoi le projet soignant pour la France aujourd'hui ? C'est quoi le projet éducatif pour la France aujourd'hui ? On voit que cette logique de projet a complètement échoué et n'est plus aujourd'hui qu'un cauchemar collectif. Et donc la vraie communauté ne se caractérise pas par cette logique de projet vers l'avenir, mais vers l'effectuation ici et maintenant de la pulsion à être ensemble. À être ensemble, se tenir chaud, se frotter aux autres, se serrer les coudes, se rencontrer, se confronter, grandir ensemble. S'il y a de la bonne foi, de la bonne volonté et de la bienveillance, cela se fait naturellement et cela est toujours bon.
Voilà le fondement de l'éthique communautaire. Alors voilà, il y a ce retour de valeurs archaïques et fondamentales. Le fantasme de la modernité et du capitalisme, c'est de nous mettre dans des boîtes. Chacun dans sa boîte, chacun consommant les mêmes choses. Si chacun dans sa boîte a un lave-vaisselle, si chacun dans sa boîte a un robot de cuisine, si chacun dans sa boîte a un aspirateur, eh bien c'est très bon pour le capitalisme et pour la libre entreprise. On vend beaucoup d'aspirateurs mais est-ce qu'on a tous besoin du même équipement ? On voit par exemple aujourd'hui comment dans des contextes urbains où les gens ont beaucoup moins besoin d'un véhicule individuel, eh bien, il y a du partage de véhicules par exemple. Il y a un ensemble de choses qu'on peut mettre en commun et mutualiser. Et ce qui est important, c'est que chacun d'entre nous trouve ce qui est confortable pour lui et d'une manière qui soit bonne aussi. Parce que quand vous partagez quelque chose ou que vous collaborez autour de quelque chose, il se passe quelque chose de bon. Dans le petit lotissement où je suis, j'ai dénudé récemment mon sapin de Noël et au lieu de le trimballer dans la cage d'escalier ce qu'il perde ses épines, j'ai pris l'habitude de le lancer par-dessus la haie de nuit pour qu'il tombe dans la rue et que je puisse aller le récupérer pour le mettre au recyclage de sapin de Noël. Et il se trouve que cette fois, j'ai raté mon coup, il était un peu plus lourd que d'habitude et il s'est perché au sommet de la haie, mais à 2,50 m. Et donc, sur la haie de mon voisin du dessous, il y avait ce malheureux sapin qui était là et que je suis allé récupérer le lendemain matin. Et donc j'ai dû aller sonner à la porte de chez mes voisins, leur expliquer que j'avais très involontairement vandalisé leur haie. Ils m'ont fourni un balai Et c'est des moments de convivialité qui sont délicieux, qui sont très amusants, mais qui sont délicieux. Et donc la logique de la boîte et de la séparation est un non-sens anthropologique. Nous ne sommes pas faits pour vivre ainsi. Bien sûr, le fait de vivre tous ensemble dans une grande hutte au cœur du village, on n'est pas fait pour ça non plus aujourd'hui dans les vies qui sont les nôtres. Mais nous sommes faits pour avoir une diversité. Et le problème, c'est que le fantasme moderne, dans son évolution et ses dérives, a perdu toute cette épaisseur anthropologique. Et donc, Maffezoli identifie, mais de nouveau, si je le cite autant, je trouve tellement juste et tellement pertinente ces analyses. Maffezoli, disais-je, oppose la rationalité sociale, telle qu'elle a émergé dans la modernité, à une forme de fusion communautaire. Il s'agit, à l'encontre du désenchantement du monde bureaucratique, dont a parlé Max Weber, de réenchanter le monde. Et comment est-ce qu'on réenchante le monde ? Par la relation, par le partage, par l'échange. Si à votre travail, vous pouvez contribuer à la manière dont on fait le travail et au projet qu'on poursuit, eh bien, vous êtes beaucoup plus heureux, vous êtes beaucoup plus nourri, vous sentez beaucoup plus digne et beaucoup plus respecté en tant qu'être humain que si vous faites un travail robotisé, où on vous donne des procédures, des objectifs, on vous demande de ne rien partager de trop personnel pendant le temps où vous êtes au travail, et finalement vous êtes robotisé, vous êtes rendu à l'état de machine. Et c'est ça, le fantasme moderne, dégénéré et pervers, qui est celui de l'agenda dystopique des gens au pouvoir. Et donc, effectivement, il y a une opposition aujourd'hui des vrais gens et de la vraie vie qui ne sont pas dupes de cette mentalité délirante de ceux qui sont au pouvoir, avec le devoir-être que celui-ci ne cesse d'énoncer dans des injonctions de plus en plus violentes. Et donc nous sommes bien dans cette forme de socialité frondeuse qui résiste au formatage, qui résiste à la robotisation. Alors bien sûr, me direz-vous, la situation est difficile parce que ceux qui sont au pouvoir ont le pouvoir et ils ont des ressources, ils ont de la force armée, ils contrôlent toutes les manettes, bien sûr. Par contre, mon espérance, c'est que la puissance instituante s'éveille. Tout le monde a compris aujourd'hui que les injections géniques n'étaient pas sûres et efficaces génériquement. Tout le monde a compris aujourd'hui que le modèle d'agriculture intensive et de malbouffe n'est pas sain pour la collectivité. Tout le monde mesure aujourd'hui qu'une éducation nationale en plein naufrage n'est pas une bonne chose. Tout le monde mesure que nous avons été trahis par nos élites. En 2005, lorsque le peuple français s'est exprimé de la manière la plus claire possible et que l'ensemble de notre représentation nationale et de nos gouvernants
par des tours de passe-passe nauséabonds, ont piétiné la détermination de la population. Et donc, je me permets de le dire avec toute la force de ma conviction, il est urgent de comprendre que la puissance est de notre côté et que l'éveil est en cours. Bien sûr, nous aurions tous souhaité que la contestation des agriculteurs qui s'est produite ces jours débouche sur quelque chose de plus radical, que ce soit le début de la chute de la Commission européenne pourrie, des parlementaires européens corrompus, du gouvernement français sociopathe et pervers, de la représentation nationale qui foule aux pieds les intérêts de la nation et du peuple depuis maintenant des décennies. Mais il faut être patient. C'est un rapport de force, c'est une course de vitesse dans la durée. Je sais que les élites au pouvoir, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, cherchent à nous mener à la guerre. C'est la conclusion logique de toute dérive totalitaire. Mais je reste confiant qu'au moment où il s'agira d'envoyer nos enfants, nos jeunes, se faire trucider dans le cadre d'un conflit armé complètement absurde, complètement stupide, complètement inacceptable, complètement révoltant, eh bien que tôt ou tard, la population mette le pied au mur en disant « nous ne marchons plus ». Il suffirait d'un non suffisamment partagé face à l'inacceptable pour que la dérive s'arrête du jour au lendemain. Alors le processus d'éveil sera probablement encore long, mais en ce qui me concerne, je garde cette liberté d'être convaincu, peut-être la réalité me donnera-t-elle tort, mais que non seulement c'est possible, mais que cela va de toute manière se produire, parce que aucune logique totalitaire ne peut recueillir l'adhésion des gens. Bien sûr, le pouvoir peut nous faire peur, il peut nous menacer, il peut nous raconter des fadaises, il peut exploiter l'état d'hypnose collective dans laquelle sont encore de plus en plus de personnes, mais tous les marqueurs de l'éveil sont là. Il n'y a plus que 27% des Français qui croient que les médias sont honnêtes. 87% des Français sont convaincus que la classe politique est corrompue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, c'est acquis. Il y a maintenant ce temps de latence et la nécessité que cela se traduise dans une réaction effective. Et je terminerai mon propos sur cette considération. Il y a eu beaucoup de dissensions et même parfois de conflits entre des figures en vie de la soi-disant résistance au cours des derniers mois et même des dernières années. Et beaucoup de personnes s'en désolent en disant voilà, des combats d'ego, des conflits, des malentendus, des entourloupes, les uns disent du mal des autres, etc. Comme c'est dommage, nous devrions tous tirer à la même corde et ces figures qui sont très en vue devraient être exemplaires. Je me permets d'avoir un sentiment différent. Je crois que précisément l'enjeu de l'évolution dans laquelle nous sommes, c'est qu'il n'y ait plus de leader, il n'y ait plus de dirigeants, il n'y ait plus de figures en vue. Dans les collectifs dont je vous entretenais, il n'y avait pas, oui, bien sûr, il y a des gens qui, naturellement, par un certain charisme, par le fait qu'ils bossent dur, qui prennent en charge un ensemble de choses, voyez, ou simplement qui sont respectés par les autres, vont en quelque sorte être identifiés comme ceux qui sont un peu plus en avant que les autres. Mais seulement un tout petit peu plus. Pas plus que ça. Et au fond, cet échec patent de la résistance à se fédérer et à tirer à la même corde, et d'avoir un projet, est à mon sens une très bonne nouvelle, vu qu'il ne s'agit plus d'avoir de projet. Il s'agit d'avoir des principes, des valeurs et des aspirations. Et lorsque nous réunissons ça, nous sommes capables de créer des évolutions, nous sommes capables de remplacer le monde qui ne fonctionne plus et qui est devenu toxique par un monde qui fonctionne et où chacun ait sa place. Et puisqu'au fond, ils veulent nous conduire vers un système dystopique où la richesse soit concentrée entre les mains de quelques-uns, où il y a une super classe dominante, comme Jacques Attali l'a décrit, une petite classe moyenne, parce qu'il en faut bien une, et un grand réservoir de pauvres qui sont prêts à tout pour ne pas crever la dalle, eh bien j'ai envie de dire, nous avons à adopter l'exact inverse de ce modèle. Une tribu de tribus au sein desquelles personne n'est rien, au sein desquels personne n'est sans intelligence, personne n'est moins que les autres, mais au sein duquel personne non plus se met en avant. Vous voyez ? Il y a une compréhension très fondamentale en neuropsychologie, c'est que l'exercice du pouvoir endommage le cerveau.
Non, je ne rigole pas. L'exercice du pouvoir endommage le cerveau. Nous avons beaucoup de recherches là-dessus. Donc même si vous nommez quelqu'un d'exemplaire à une position de pouvoir, le simple exercice du pouvoir va faire que cette personne va perdre les qualités qui vous l'ont fait considérer comme étant exemplaires et devenir progressivement quelqu'un de moins bien, voire finir par être un sale type. Quelle est la réponse à ça? Qu'il n'y ait pas de position de pouvoir. Bien sûr, nous pouvons tous avoir un pouvoir d'influence. Il est sain que chacun fasse usage de ses talents d'une manière qui soit bonne pour lui et pour les autres. Mais foin de ces systèmes pyramidaux, et probablement que l'évolution au pied du mur de laquelle nous sommes aujourd'hui est celle qui permette de recréer un modèle de société basé sur des métiers et où chacun puisse exercer, développer et exercer les compétences qu'il souhaite exercer dans un modèle économique global qui soit viable. Mais finalement, ne serait-il pas préférable qu'il y ait des cordonniers dans nos villages et nos villes plutôt que de faire venir des chaussures de l'autre bout du monde à prix d'or? Ne serait-il pas souhaitable qu'il y ait des usines de médicaments, des bons médicaments, des molécules qui soient vraiment utiles, qui existent dans nos campagnes et qui font qu'en cas de besoin, on n'ait pas besoin d'attendre d'être approvisionné depuis la Chine? Ne serait-il pas sain que des circuits courts permettent aux agriculteurs de produire suffisamment pour nourrir la population et d'engranger le fruit de leur activité? Et ne serait-il pas sain qu'il y ait, au fond, un tissu économique très différent, le tissu économique précisément qui est en voie de destruction du fait du projet des élites dégénérées? J'ai souligné très tôt dans la crise Covid qu'un des risques était la destruction des forces vives économiques de la société. Les auto-entrepreneurs, les artisans, les petites et moyennes entreprises, le commerce de détail, la restauration, l'hôtellerie, tout ce vivier qui fait vivre nos communautés était en voie de destruction au profit de l'énorme, au profit des multinationales, au profit des circuits globalisés. Voilà, c'est de cela qu'il faut sortir. Et si nous n'arrivons pas à nous entendre entre chefs au service d'un projet, eh bien je me dis que c'est peut-être la meilleure chose qu'il soit, parce qu'il est temps que soit fini le temps des chefs, que soit fini le temps des projets, doit venir le temps de vivre et de reconnaître chacun dans ce qu'il est capable d'apporter. Après que certaines personnes prennent plus de responsabilités, oui. Mais vous savez par exemple comment dans les entreprises, le différentiel de salaire entre le PDG et le collaborateur de base est passé de choses relativement raisonnables, où le PDG, parce qu'il avait plus de responsabilités, il devait travailler de manière plus dure, il prenait plus de risques, était peut-être payé 10 ou 12 fois le salaire de l'employé de base. Bon, on peut contester, on peut dire que c'est à peu près OK. Mais quand c'est 200 fois, quand c'est 2000 fois, quand c'est des stock action qui pillent les entreprises, alors qu'on pressurise au niveau des coûts l'entier des collaborateurs, c'est juste inacceptable. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. C'est effectivement un peu utopique, mais je pense qu'un moment aussi apocalyptique que celui que nous vivons doit nous rendre capables de humer l'air du temps et de percevoir le désirable en émergence. Et au fond, pour revenir à ce qui s'est passé en 2005, si on interrogeait les habitants de nos pays sur ce qu'ils souhaitent réellement comme modèle de société, voyez, le simple fait de s'intéresser à cela signerait probablement la faillite définitive des systèmes dégénérés et toxiques qu'ils sont en train de chercher à nous imposer. À lundi, merci.